Super. Donc voilà, dans la société Datacolor et le magazine Le Monde de la photo, dans lequel j'ai rédigé un dossier complet sur la gestion de la couleur là, au mois d'octobre, organise en partenariat cette soirée où on nous a demandé avec Quentin, qui est donc photographe, il s'est présenté, photographe professionnel, avec une vraie problématique de précision de couleur dans son travail. Des photographes peuvent parfois avoir une nécessité de précision moins grande que d'autres. Dans le cas de Quentin, c'est absolu. C'est parfois, c'est même impressionnant quand on a présenté, quand on a préparé cette présentation. Il m'a raconté quelques cas qui évidemment il va vous raconter ce soir, de niveau de précision de couleur qu'il doit atteindre pour satisfaire ses clients, qui est vraiment impressionnante. Et donc, dans le cadre de cette vidéo, de cette présentation, on va articuler cette présentation autour de la valise Spider 5 Capture Pro, qui est la solution Datacolor pour calibrer toute la partie prise de vue jusqu'à évidemment la présentation sur l'écran. Donc, plein de produits différents de la marque Datacolor qui sont regroupés dans une petite valise qui permettent de régler différents problèmes liés à la capture d'images avec précision. Donc quand on a réfléchi avec Quentin à la problématique qu'on a et pourquoi on est amené à utiliser des outils de gestion de la couleur, on s'est aperçu que ce qui nous a marqué, c'est que les fabricants, et ça c'est vraiment un point très important pour comprendre pourquoi on a besoin de valises donc, qui contiennent, comme celle-ci, comme par hasard, un produit pour calibrer l'écran, une Spider 5, dans la version haut de gamme, la version Elite. Vous avez dans la valise un Spider Lens Scale pour calibrer l'autofocus de votre boîtier avec précision, la Spider Checker pour calibrer les couleurs, pour créer un profil de votre appareil photo, et le petit Spider Cube, qui est un petit appareil, un petit accessoire tout à fait rigolo et extrêmement pratique quand on travaille en fichier RAW. Et donc tous ces petits accessoires ont leur utilité dans une valise comme celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que les fabricants ont un vrai challenge à remplir, c'est fabriquer en masse des produits, des écrans, des appareils photo, des imprimantes, donc le plus précis possible. Mais on s'aperçoit que quand le niveau d'exigence de précision est absolu, on pense par exemple à une marque comme Leica, eh bien on s'aperçoit que ces produits sont excessivement chers. Donc certes, en sortant d'usine, ces appareils sont parfaitement réglés, notamment par exemple pour l'autofocus. On pourrait dire que dans le cas d'un appareil Leica, il n'y aurait pas besoin de Spider Lens Scale pour calibrer l'autofocus de son boîtier. En revanche, pour toutes les autres marques, ils ont fait le constat qu'en fait, on pouvait produire des produits de grande qualité avec un autofocus extrêmement performant, mais pas forcément calé aux petits oignons, que de le caler aux petits oignons, ça coûtait excessivement cher, et donc si on relayait cette fonction de calibrage aux petits oignons directement à l'acheteur, eh bien avec une solution qui coûte très peu cher, le Spider Lens Scale par exemple, c'est 70 € TTC sur le marché en France, eh bien pour seulement 70 €, vous pouvez calibrer avec une extrême précision l'autofocus de votre boîtier. Avec la Spider 5 Elite, vous allez pouvoir calibrer de très nombreux écrans du marché, même si vous n'avez pas acheté la crème des crèmes qui coûte plus de 2000 € chez ISO. Et bien, vous allez pouvoir avoir un écran qui affiche très correctement les couleurs, un autofocus hyper performant, une grande précision dans la mesure de la lumière grâce au Spider Cube, sans dépenser excessivement d'argent, parce que on a dans une petite valise, avec évidemment qui a un coût, là on parle d'une petite valise qui est vendue un peu moins de 400 €, mais est-ce que ça vaut vraiment pas le coup plutôt que de dépenser des milliers d'euros pour simplement avoir quelque chose qui, en sortie d'usine, serait parfait? Donc toute cette valise a été conçue pour pouvoir dire aux gens, eh bien, achetez donc des appareils très performants en nombre de pixels et autres, et vous allez les optimiser grâce à une petite valise vendue séparément. Donc tout l'esprit de cette soirée est tourné vraiment là-dessus. C'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas pour pallier parce que les fabricants sont mauvais, c'est parce qu'ils ont estimé que c'était plus intéressant de baisser les coûts vraiment très nettement de leurs produits et de laisser cette exigence de précision à volonté. Donc voilà, tout Alors, est. Je Arnaud, pense que juste, j'ai dressé un excuse-moi. peu le cadre de ce petit kit et de toute la problématique de la gestion de la couleur en général à nous utilisateurs. Arnaud, du coup, Ouais. si je peux juste me permettre d'intervenir, je trouve que donc, moi, ça va faire 10-12 ans que je travaille, et je trouve quand même que il y a eu une vraie évolution au niveau de la gestion de la couleur, à plein de niveaux.
Déjà, le matériel qui est utilisé de base, il est quand même plus performant dès la sortie de boîtier. Ah, tout à Après, fait. c'est clair que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de conserver une certaine régularité dans sa calibration et dans sa chaîne graphique. C'est-à-dire Ah, que très c'est bonne sûr que remarque. si Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Mm. voilà, si tu achètes un ISO, à la limite, tu n'as pas forcément besoin d'aller l'étalonner toutes les semaines. Un écran qui est un petit peu moins cher, en sortie d'usine, moi je sais que pendant longtemps j'ai utilisé un Asus ProArt et honnêtement il était pas mal. Par contre, je devais le recalibrer beaucoup plus souvent et donc c'est là où j'ai vraiment eu besoin d'avoir ma petite sonde. Et finalement, effectivement, quand t'as pas forcément les moyens de t'acheter un écran ISO qui coûte quand même assez cher, il faut quand même avoir cette problématique-là, c'est-à-dire se dire que c'est pas parce que tu l'as étalonné dans l'année qu'après t'as plus besoin d'y toucher. Et je pense que la différence des fabricants, en tout cas pour moi, elle se situe plus ici, c'est la régularité avec laquelle tu vas devoir venir refaire ta calibration régulièrement. Alors ça, là, vraiment, là, je suis totalement d'accord avec toi en tant qu'utilisateur aussi depuis très longtemps. Et on en avait un petit peu parlé. Effectivement, la double problématique, c'est donc l'exigence de qualité fait que ça coûte excessivement cher. Donc, elle est accessible, mais c'est excessivement cher. Quel niveau d'exigence on peut atteindre avec un kit? Effectivement, parce que les écrans seraient peut-être un peu moins précis en sortie d'usine. Et les écrans, comme on l'avait dit avec toi, Quentin, quand on a préparé, on a remarqué aussi en tant qu'utilisateur averti et qui avons besoin de travailler avec précision les couleurs, on a remarqué aussi que les écrans plus bas de gamme, donc effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, ont besoin d'être calibrés beaucoup plus régulièrement et absolument besoin d'être calibrés. Franchement, quand on sort un ISO du carton et qu'on le sort la première fois, des fois on se demande bien pourquoi il y a besoin de le calibrer. Il n'y a qu'à regarder les courbes RVB d'un profil d'un écran haut de gamme. Il arrive parfois que les trois courbes sont parfaitement rectilignes et superposées. Donc en gros, le profil, il ne sert pas à grand-chose. Sur les écrans bas de gamme, on a toujours des courbes tarabiscotées. Donc là, on voit bien que les écrans sont absolument à calibrer. Mais comme voilà, on constate la même chose, comme ils ont fait énormément de progrès et même Ah ouais, des écrans maintenant pas trop chers arrivent à sortir des couleurs assez précises, mais évidemment, il faut absolument les calibrer. exactement. Ouais. Donc, on va commencer un petit peu à voir les différents produits et présenter donc des petits trucs et astuces qui dépassent évidemment les simples produits Datacolor, puisque dans ce webinaire évidemment tourne autour des produits Datacolor qui sont des solutions vraiment très performantes. Mais si on est tous réunis, c'est parce qu'on s'intéresse à la gestion de la couleur et est-ce que je vais avoir besoin de tel ou tel outil. Et des Donc solutions accessibles surtout, parce que je pense que on en parlera peut-être tout à l'heure, je vous raconterai quelques petites anecdotes, mais il y a aussi une notion d'enjeu, c'est-à-dire que c'est sûr que il y a comment dire, des sociétés de calibration qui viennent calibrer des écrans dans des studios de retouche ou sur des stations d'étalonnage pour la vidéo. Mais forcément, par rapport aux commandes des mortels, enfin déjà pour un professionnel, c'est difficile de financer ça. Mais alors, pour un amateur ou pour même quelqu'un qui fait un peu de photos de manière professionnelle, mais qui fait surtout de l'image pour le web, un truc comme ça, c'est très très dur à rentabiliser. Alors qu'une mallette à 400 euros, honnêtement, en un an, c'est largement rentabilisé, parce que normalement, 400 euros, c'est même pas le prix d'une séance de calibration par un professionnel. oui, puis même, de toute façon, il faut vraiment pas oublier, voilà, on a des écrans pas chers, on a des objectifs qui sont pas hors de prix, tout simplement parce qu'en fait, il faut presque intégrer. Mais c'est vrai voilà, comme c'est du matériel qui est surtout pour les amateurs, ben voilà, c'est pas leur métier. Donc déjà, quand ils ont dépensé quelques centaines d'euros ou milliers d'euros dans un objectif, ils se demandent bien pourquoi il n'est pas réglé aux petits oignons. Ben non, parce que voilà, c'est tellement précis, il faut tellement alimenter des pixels de plus en plus petits en fait, pour moi, une valise de calibrage, c'est pratiquement aussi indispensable que de protéger avec un filtre, que d'acheter un petit sac à dos ou un trépied. J'ai Ouais, presque bien envie sûr. de dire, ça devrait presque rentrer dans les mœurs et de dire, bon, bah forcément, je sors d'un magasin, j'ai acheté un nouvel appareil photo, un nouvel objectif, bon, bah je dois intégrer un petit budget pour le calibrage de tout cela. Ça devrait être presque un réflexe. Et donc voilà, des solutions comme ça sont intéressantes parce que le prix est vraiment contenu. Beaucoup d'objectifs, même achetés par les amateurs, valent plus de 1000 ou 1500 euros, qu'un seul objectif. Donc voilà, 400 euros, ça reste dans quelque chose de très raisonnable et qui permet de faire, on est bien d'accord, et vraiment beaucoup de choses et beaucoup de réglages. Et ça, voilà, pour moi, ça devrait presque faire partie on sort du magasin, on a son filtre, on a son sac, on a ses housses de protection, et ben on a son petit kit, parce que réellement, je ne vois pas comment on peut sinon calibrer précisément l'autofocus, faire une mesure de l'exposition vraiment précise, l'écran, n'en parlons pas. Donc voilà, moi j'en suis absolument convaincu. Il y a
toujours surtout plus pour les amateurs que pour les professionnels, mais il y a de plus en plus d'amateurs maintenant qui calibrent leurs écrans et qui règlent l'autofocus de leur appareil photo. Mais c'est vrai qu'il y a encore cette question, ai-je vraiment besoin, moi amateur, d'une sonde de calibrage? Bon, voilà, j'espère qu'on va pouvoir vous démontrer ce soir entre Quentin et moi, même si on en fait un usage pro, pourquoi pour amateur ou pro, il ne devrait plus y avoir cette distinction et que réellement c'est absolument indispensable. Mais on va racer un petit peu plus loin pour la partie écran. Tu as quelque chose à rajouter, Quentin, ou c'est où je continue? Ah non, non, c'est très bien. Ouais, je te laisse Alors, avancer un petit peu. commençons par le fameux Lenscal. Donc ça, c'est vraiment un outil que j'ai eu l'occasion de tester sur mon site. Vous pourrez retrouver ce test-là si vous cherchez dans Google. Donc c'est vraiment un outil que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé tester. Donc on parle d'un produit, s'il n'était pas dans la valise, serait vendu à hauteur à peu près de 70 euros. Très bien conçu, en plastique vraiment solide. Alors voilà, ça se présente sous la forme d'une petite mire que vous devez mettre en face de votre appareil photo. Mire qui a été évidemment conçue pour que l'autofocus accroche très précisément. Et vous avez une petite réglette inclinée à 45 degrés sur le côté qui va vous permettre de savoir exactement quand vous allez ouvrir votre fichier à 100% dans votre logiciel, Photoshop par exemple, vous allez pouvoir voir si effectivement la mise au point est bien centrée sur le zéro ou si elle est un peu en arrière ou en amont. Donc cette réglette, très important, là, ce petit kit que vous voyez là, qui est encombrant, ce qui est très important à savoir, c'est qu'il a été conçu de telle sorte qu'il peut se replier intégralement et est donc parfaitement plat. Quand vous l'avez replié pour le transporter très facilement, soit sur le terrain, a priori, le réglage de l'autofocus, on le fait en amont, on le fait chez soi, mais si vous voulez le partager avec des amis, des collègues ou autres, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement transportable puisqu'il se replie intégralement. Donc, voilà, comme on le précisait. Donc vous voyez là une montre qui a été photographiée en macro photo. A priori, on imagine que le photographe a voulu photographier la trotteuse, donc jaune, et comme par hasard, la mise au point est en arrière, donc en back focus. Alors que le photographe aurait voulu que l'autofocus se cale parfaitement sur la trotteuse. Donc, on a évoqué tout à l'heure les tolérances de fabrication. Donc, à part chez Leica, à ma connaissance, c'est peut-être Zeiss, mais Leica fabriquant l'appareil photo et l'objectif, donc il est capable de faire en sorte que les deux soient parfaitement réglés. Mais voilà, le prix s'en ressent. J'ai un ami qui a du Leica et il a eu quand même besoin de calibrer, d'aligner parfaitement les deux, d'étalonner les deux. C'est un service qui était gratuit, oui, il l'a juste un petit peu payé avant, lors de l'achat de son matériel. Donc pour les autres, ce qui est très important, c'est les fameuses tolérances de fabrication, l'âge de l'objectif et la technologie qui est derrière. Combien de fois l'objectif a été utilisé? On retrouve la même problématique avec les écrans qu'il faut recalibrer de temps en temps et de plus en plus souvent, plus l'écran vieillit. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une sonde que l'on va conserver avec soi, et de la même manière avec le Spider Lenscal, de le conserver parce que plus son objectif fonctionne, plus évidemment il va falloir recalibrer aussi éventuellement un peu son autofocus. Et évidemment les conditions. Donc c'est très important, les petits conseils qu'on peut donner autour du Spider Lenscal, c'est que pour les tolérances de fabrication, donc on l'a vu, selon les marques que vous allez choisir, vous pouvez avoir des tolérances plus ou moins grandes. Vous avez l'âge de l'objectif, j'ai envie de vous dire, c'est la technologie. Imaginez qu'à l'intérieur de l'objectif, de système autofocus, vous avez une espèce de système d'engrenage. Évidemment, ce ne sont pas des engrenages parce que sinon, ça serait beaucoup trop lent et trop bruyant. Mais vous avez la notion de pas. Vous avez des pas à l'intérieur qui doivent être les plus rapprochés possibles pour que l'autofocus soit le plus précis possible. Et donc, imaginez que, bon, on va simplifier. Imaginez que vous ayez des dents donc sous la forme de cône, des petites dents, comme comme dans une horloge. Eh bien, imaginez que quand vous réglez votre autofocus, vous tombiez parfaitement sur avant d'une dent ou après une dent. Eh bien, vous allez avoir, alors qu'a priori l'autofocus, il s'est bien calé, mais simplement par la précision du système du pas de l'objectif, vous allez vous retrouver en back focus ou en frank focus. Donc l'avantage d'un Spider Lenscal, ça ne va pas forcément vous régler la précision de l'autofocus, mais ça va vous permettre d'être dans une tolérance beaucoup plus faible qu'à l'origine. Donc
si jamais, quand vous faites vos essais, vous vous apercevez que ce n'est pas absolument rigoureux, comme vous le souhaiteriez, ne mettez pas en cause le Spider Lenscal, pardon, mettez aussi et éventuellement en cause la date de fabrication de l'autofocus, système autofocus, qui n'était pas forcément aussi précis que sur les dernières générations. Donc ça, c'est un point vraiment important. Donc, on continue. Voilà, le cas idéal, on aurait donc, on a visé, on a fait notre mise au point sur la fenêtre d'autofocus du Spider. On devrait avoir normalement l'objectif et la caméra parfaitement alignés. C'est la tolérance zéro. C'est rarement le cas. Moi, j'ai jamais vu le cas sur mon ancien matériel Canon et mon matériel Pentax aujourd'hui. Donc, ouais, alors peut-être ce que c'est marrant parce que tu parlais tout à l'heure, je reviens un peu sur le matériel. Tu parlais du fait que tu peux avoir une optique qui vieillit un peu, des choses comme ça. Moi, je sais que je fais régulièrement réviser mes optiques et qu'à chaque fois que je les fais réviser, parce que comme je les utilise beaucoup, forcément tous les 2 ans, je vais les déposer. Moi, je travaille surtout en Canon, donc je vais les déposer au SAV Canon. Et en général, j'en profite pour faire recaler l'autofocus. Et c'est vrai que jusqu'ici, moi je travaille beaucoup en 1DX et j'avais pas vu des différences énormes. Mais c'est vrai que sur les nouveaux boîtiers avec une grosse densité de pixels type 5DS, là vraiment ça pardonne pas. C'est-à-dire que si tu as une optique qui est un peu ancienne, qui est un peu décalée, dont le moteur d'autofocus fatigue un peu, tu vas le sentir très très vite, hein. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Je ne sais pas si vous étiez conscient qu'il y avait ce genre de problème. En tout cas, ce qui est génial maintenant, il y a de plus en plus de boîtiers qui vous permettent un ajustage précis de l'autofocus. Et vous avez ce petit outil là que j'ai essayé, que j'ai trouvé vraiment très pratique, qui va vous permettre de régler ça et de caler ça vraiment aux petits oignons. Donc, voilà, vous avez le pire des cas que vous pourriez rencontrer, un objectif qui est carrément en arrière, la caméra carrément en avant, donc un gros écart. Sur un objectif, j'ai même eu le cas où malgré la gamme de réglages disponibles dans le logiciel Canon, sur un objectif très lumineux, eh ben, j'étais arrivé au cas où j'étais arrivé en butée. Et ben, donc là, ça veut dire objectif doit repartir en service après-vente. J'étais tellement loin dans le réglage en positif que j'ai dû renvoyer mon objectif. Il rentrait plus dans la zone de tolérance de l'ajustage précis de l'autofocus. D'accord. Ouais, c'est au bout de combien de temps? Oh, je sais plus, je sais pas combien de photos, je sais pas, c'est 6 ou 7 ans d'utilisation continue. Voilà, reportage photo Ouais, sur le terrain, où on prend pas forcément soin de son appareil photo, on passe son temps à faire de l'autofocus. Là, je vois quand je fais ouais, les hôtels, t'as des évidemment. conditions plus ou moins difficiles, quoi. Après, c'est sûr que quand tu te retrouves un peu en extérieur et que en plus t'as des conditions un peu extrêmes, genre de chaud et de froid, c'est là où ton optique, même si elle est tropicalisée, elle peut. Oh bah là, elle prend cher, elle prend cher. Quand on est dans les cuisines où il y a plein de vapeur et puis qu'il faut aller très très vite, on a 1 heure pour shooter et il faut aller extrêmement vite. Là, l'appareil photo, son autofocus fonctionne. Et à mon avis, je suis sûr que si on met le doigt, ça doit chauffer. Tellement c'est. Donc voilà, vous voyez un peu la présentation. Donc voilà, on voit que l'appareil doit être la zone qui va servir pour l'autofocus doit être la plus droite possible. Comme par hasard, vous avez un petit niveau à bulle, la réglette parfaitement inclinée. C'est en plastique vraiment dur, donc c'est très costaud. Ça se replie quand vous n'en avez plus besoin pour le ranger ou le transporter. Et voilà, vous avez comme par hasard donc une mire qui a été étudiée pour fixer l'autofocus. Alors, dans le cas de cette petite présentation ce soir, un point important, quand vous allez faire le réglage, il va falloir faire plusieurs essais-erreurs. Vous allez voir, vous allez progressivement ajuster pour trouver le réglage le plus juste possible. Donc, sachant que on a vu tout à l'heure, il y a le problème des dents, donc espèce de pas là, qui fait qu'on des fois on est amené à s'y reprendre à plusieurs fois et essayer de trouver la bonne moyenne. Très important, quand vous allez régler l'autofocus, pensez bien à bien dérégler vraiment la mise au point pour vraiment que l'autofocus ne fasse pas un micro-ajustement, mais aille vraiment chercher la mise au point sur le Spider Lenscal. Donc très important, à chaque fois que vous refaites l'autofocus sur la mire, déréglez vraiment volontairement votre mise au point, vraiment franchement. La deuxième grande question, c'est la distance. Donc il est courant de voir pour les différentes solutions, et évidemment Datacolor ne déroge pas à la règle, on parle de 25 à 50 fois la distance focale de votre objectif. Personnellement, j'aurais tendance à penser plutôt même un petit peu moins, et en tout cas 25 au maximum, parce que imaginez le cas, vous avez un objectif très lumineux,
un 50, un 4, un 85 ou vers un 8 ou un 2, voire si vous vous êtes fait plaisir, vous avez un 85, un 4. Bien souvent, c'est pour faire du portrait des choses relativement proches ou l'écart de mise au point entre l'autofocus et ce que et là où vous avez vraiment voulu faire la mise au point est vraiment crucial, eh bien, on est rarement à 50 fois la distance focale de votre objectif. Donc, n'ayez pas peur d'aller même en deçà des 25 fois. Personnellement, pour régler un 35 1.4, moi, je m'étais mis plutôt autour de 15 fois la distance, parce que quand j'avais vraiment besoin de précision d'autofocus, c'est dans ces circonstances-là. Et on revient à l'expérience de Quentin tout à l'heure. Voilà, vous faites par rapport à votre utilisation principale d'autofocus et là où vous avez vraiment besoin de précision. Donc, quelqu'un qui fait du portrait, de la macro, peut se rapprocher de sa mire et quelqu'un qui fait de la photo animalière pourrait respecter entre 25 et 50 fois. Voilà un petit conseil que je pouvais vous donner ce soir. Donc voilà, le focus, on a vu, c'est ici. Donc voilà, là, vous voyez que le photographe n'est finalement pas très très loin, donc je ne pense pas là qu'il est à 50 fois la distance de mise au point. Certes, c'était pour la photo de présentation, mais réellement, dans certains cas, n'ayez pas peur de vous rapprocher de la mire et de ne pas forcément respecter scrupuleusement la fameuse règle des 25-50 fois. Donc vous faites la photo, on pense bien à dérégler la mise au point, vous shootez avec l'autofocus, et vous allez progressivement ajuster donc l'autofocus, voilà, vous allez contrôler là où c'est fait réellement la mise au point, et vous allez utiliser les micro-ajustements, donc voilà, là on voit un agrandissement, et vous allez utiliser, là c'est sur un Canon, donc Quentin, là tu dois retrouver quelque chose que tu connais bien, vous allez retrouver le fameux menu qui vous permet d'ajuster en back ou en front focus précisément l'autofocus de votre boîtier. Notez, et ça c'est vraiment très intéressant, que la plupart des boîtiers maintenant, quand ils offrent cette possibilité, l'offrent par objectif. Alors vous pouvez soit régler l'autofocus en général de votre boîtier, et vous pouvez pousser le fin du fin jusqu'à régler précisément objectif par objectif. Et il y a même Sigma qui offre la possibilité d'un petit dock où même quand on utilise un zoom, on peut régler ça précisément selon la focale. Là, c'est le NEC plus ultra du réglage de l'autofocus. Et n'ayez pas peur donc de le faire plusieurs fois. Voilà, là donc on est dans un cas idéal où vous devriez arriver. Eh bien, n'ayez crainte. Voilà, si jamais vous constatez que une fois que vous croyez avoir obtenu le résultat idéal sur un coup, n'hésitez pas à le refaire quand même 2-3 fois, toujours en modifiant fortement votre mise au point et en réutilisant, donc en refaisant un autofocus, pour essayer plutôt de trouver la bonne moyenne que le réglage précis, parce que sinon vous pourriez des fois être surpris et déçu d'avoir l'impression. Donc voilà, pensez tolérance, pensez engrenage, entre guillemets bien entendu. Voilà, que l'ingénieur qui a fabriqué les optiques Canon ne se dresse pas sur sa chaise, même si je le vois pas. On est bien d'accord que c'est une image, mais pensez à toutes ces petites choses-là, et donc essayons de chercher une bonne moyenne, quelque chose qui vous satisfait le plus souvent, plutôt que quelque chose le plus précis possible. Donc voilà pour les choses qu'on pouvait dire sur le Spider Lenscal. Autre outil que personnellement moi j'adore et que j'ai tout le temps dans ma valise parce que c'est pas très encombrant, c'est le Spider Cube. Est-ce que tu l'utilises toi, Quentin? Alors oui, moi tout à fait. Alors c'est pas quelque chose que je vais vraiment utiliser sur mes projets les plus artistiques, mais quand par exemple je dois shooter de la mode et je dois shooter une collection, je dois shooter plusieurs images et que j'ai besoin d'avoir une régularité dans mes couleurs, franchement, régulièrement, je vais mettre mon petit Spider Cube dans l'image et ça me permet d'être sûr que je ne vais pas avoir de décalage entre le début et la fin de mon shoot. C'est d'autant Voilà. plus utile quand je suis en studio. À la limite, tu fais ta charte au début du shoot, ta lumière elle bouge pas vraiment. Donc, j'ai envie de te dire, tu l'utilises une fois. Mais par exemple, ça m'est arrivé de shooter des catalogues en extérieur. Mais alors, un catalogue en extérieur, ta lumière elle change tout le temps. Et je peux te dire que heureusement que j'avais ça parce que d'une image sur l'autre, Pour aligner ta ça série, me exactement. voilà. Et ça me faisait gagner énormément de temps. Ou alors simplement, tu vois, tu es dans un appartement ou tu es dans un endroit où tu as de la lumière ambiante que tu ne peux pas contrôler. Il y a un nuage qui passe, bam, tu perds déjà 1000 ou 2000 Kelvin. Enfin, tu gagnes 1000 ou 2000 Kelvin sur ta température de couleur. Donc en fait, à chaque look, mon petit cube et ça me permettait très très rapidement après de recaler. J'aurais toujours pu le recaler à l'œil parce que
faut pas se mentir, même si l'œil c'est un mauvais analyseur, c'est quand même un bon comparateur. Un Donc bon si tu mets, comparateur, exactement. Mm. tu mets tes deux images côte à côte, tu peux quand même réussir à aller, tu vois, affiner un petit peu tes réglages de température de couleur et de contraste. Mais il y a un moment où quand tu es en prod, il faut aller vite. Et un outil comme le Spider Cube, c'est quelque chose qui me permet vraiment de le faire beaucoup plus vite. Et donc, bah, du coup, de passer plus de temps à faire des images que d'essayer de les réétalonner les unes par rapport aux autres. Par rapport aux autres, exactement. Ouais. Donc là, je vais vous le présenter. Et personnellement, alors ça, c'est vraiment typiquement le genre de produit. Le jour où il y a ça qui sort et tu te dis, bon, bah Arnaud, sur ton site, tu vas être obligé de le tester. On se demande bien à quoi ça peut servir et est-ce qu'il va falloir avoir une conclusion super convaincante pour pouvoir le faire vendre et dire c'est vraiment. Et en fait, ce qui est incroyable avec ce Spider Cube, l'essayer, c'est l'adopter. Et je vais vous montrer pourquoi. Je le trouve hyper pratique. Et comme ça, il paraît totalement anodin. Il a son petit trou noir, là, machin. Il y a la petite partie grise qui va vous permettre de faire la balance des couleurs et la petite bille par-dessus. Et c'est vraiment typiquement le genre de produit qui est vraiment extrêmement bien ficelé, auquel personnellement j'aurais jamais eu l'idée de jamais penser et que vraiment j'adore utiliser et que je trouve très très précis et extrêmement Ah précieux. bah, moi, avant, j'utilisais des chartes comme on a sur l'image. J'utilisais pas un cube, j'utilisais directement une charte. Et le Ouais, problème, c'est qu'il voilà. faut la voir, il faut la manipuler, etc. Et c'est vrai que le spider, bah, comme tu disais, il est tout petit et il donne beaucoup d'informations. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'utiliser toutes les informations que donne le spider, mais on a quand même à la fois une mire de contraste, comment dire, une charte de gris qui permet quand même d'avoir une régularité. Et puis bah, tu vas parler aussi de la petite bille. Enfin voilà, c'est beaucoup de, on peut faire pas mal de choses avec en fait. Alors ça, c'est un outil, vous allez voir, qui est vraiment, moi j'adore, génial, et qui fonctionne de manière optimale si vous travaillez en RAW. Mais bon, voilà, quand on commence à vouloir s'intéresser à ce genre de présentation, comme ce soir, qu'on s'intéresse à ce genre de produit, c'est qu'a priori, on a envie de faire les choses très correctement, le plus précisément possible. Donc voilà, pour moi, le débat RAW JPEG, là ce soir, j'ai l'impression est clos. Donc passons à l'utilisation de ce petit Spider Cube. Donc, il va vous permettre d'ajuster, mais je vais reprendre là la présentation, je vais revenir sur le slide d'avant pour vous montrer. Donc, vous avez une petite bille tout en haut, vous avez une partie grise avec toujours deux côtés, une partie qui est dans une partie lumineuse, une partie à l'ombre, très intéressant quand on est en extérieur pour faire sa balance des couleurs. Il est évident que, et c'est ça qui est très intéressant dans ce produit, toujours deux côtés. Si vous le présentez bien face à vous, lorsque vous faites votre prise de vue et que vous faites une photo en présence du Spider Cube et la suite des photos évidemment sans le Spider Cube, mais quand on travaille en RAW, comme sur cette fenêtre ici, vous savez que vous pouvez développer en même temps plusieurs photos et de manière à appliquer un réglage d'une photo, évidemment le synchroniser avec toutes les autres photos, donc extrêmement pratique. Vous avez donc en dessous deux parties blanches, mais toujours une plus lumineuse que l'autre, puisqu'une partie va être au soleil, une partie à l'ombre. Vous avez une petite fenêtre noire en dessous, et surtout, à l'intérieur de cette petite partie noire, vous avez un trou. Et c'est lui qui va vous permettre de fixer le point noir de votre image. Alors ça, c'est vraiment très intéressant, d'autant plus si vous ne calibrez pas votre écran. Et donc, vous pouvez très bien avoir un point noir de votre écran qui n'est pas forcément parfaitement ajusté. Eh bien, grâce à ça, à minima, si au moins vous n'avez pas été jusqu'à acheter une sonde d'écran, grâce à ce petit trou, vous pouvez au moins caler précisément le noir de votre image, non pas par rapport à ce que vous voyez sur votre écran, qui donc dans l'occurrence ne serait pas calibré, mais par rapport à tous les autres écrans avec qui vous pouvez partager des images, que les gens aient fait donc les choses comme il faut, donc j'ai envie de dire entre guillemets, donc calibrer leur écran ou pas, vous avez mis tout le monde d'accord avec un vrai point noir, une vraie valeur absolue, et c'est extrêmement pratique pour ça. Et ça, c'est notamment, rien que pour ce petit trou noir là, qui est par en dessous, j'adore ce Spider Cube que je trouve extrêmement pratique. Mais je pense que t'as dit quelque chose qui me paraît assez essentiel, c'est tu parlais d'utiliser plusieurs écrans. Et je crois qu'en fait, toutes les problématiques qui sont liées à la gestion de la couleur, elles sont aussi beaucoup liées au fait de travailler avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est bien pour toi d'avoir une chaîne qui te permet d'être sûr que tu vas avoir une régularité dans ton travail, mais je veux dire, dès que tu vas commencer à envoyer des images à un client, bah voilà, avoir un échange avec une autre personne qui ne va pas forcément voir ton
l'image dans les mêmes conditions que ce que toi tu vois, avoir un système qui est calibré, c'est essentiel. Alors, c'est quelque chose qui te fait gagner énormément de temps parce que imagine, t'envoies ton. Moi, ça m'est arrivé d'envoyer des images sur lesquelles j'avais étalonné mon écran, fait des couleurs, fait attention à ce que je garde un petit peu de nuance dans les noirs. C'est-à-dire que tu fais des choix, mais tu essaies de garder quand même du détail pour qu'il y ait du détail partout. Et puis tu l'envoies à un mec qui n'a pas un écran calibré, qui va regarder ça sur son iPad ultra contraste. Et là, il te dit, ah ouais, mais c'est trop contraste ou ah, il n'y a pas de Voilà, détail et dans là, les ça noirs, va tu pas. vois. Et c'est forcément de ta faute, exactement, Et c'est exactement. forcément de ta faute. Et il y a un moment où c'est toujours très très compliqué parce qu'il faut être capable de parler. Donc là, je parle plutôt du fait d'avoir un client, mais on est obligé de faire cette espèce de pédagogie envers son client, lui dire, écoute, si tu veux voir vraiment à quoi ressemble ton image, soit tu viens la voir chez moi, soit éventuellement je te fais un print, soit il faut que je sois sûr qu'au moins ton écran il est un tout petit peu calé, parce que si je me cale par rapport à ton écran à toi, ce sera pas forcément ce que verront tes clients qui, par exemple, dans la C'est doc, tu vois. c'est impossible. T'imagines si on Ben devait voilà. faire cette démarche à chaque fois de nous adapter à l'écran du client, bon, on n'est pas rendu. Alors, je connais, en l'occurrence, j'avais un copain qui était directeur de post-prod, et lui, quand il faisait des films, il me racontait qu'en fait, il avait fini par créer un espèce de profil, donc en vidéo, ça s'appelle une lutte. Il avait créé une lutte pour l'iPad d'un de ses plus gros clients, parce qu'en fait, il en avait marre de se battre avec lui, et que du coup, ben, en gros, il avait la lutte qu'il envoyait au client, et puis quand le client avait validé, ben, quand il faisait les masters, les sorties master pour la télé, ben, il retirait la lutte, et ça passait très très bien. Alors, c'est vrai Ouais, ouais, c'est ça, ouais. qu'aujourd'hui, comme Bon, tu l'as pour un dit, gros client, on peut faire un effort. ben voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même moins d'écart entre les écrans maintenant, c'est plus dans le temps après, et puis des technologies d'écran différentes, parce que c'est sûr que tu as un écran OLED, t'as pas exactement la même chose que sur un autre type d'écran, par exemple. Surtout dans les noirs, hein. Je veux dire, le OLED c'est très très bien dans les noirs, si tu n'as pas un OLED, tu vois quand même la différence, hein. Ben oui, enfin voilà, on a tous le même constat. Professionnellement, voilà, comme ça nous engage, c'est forcément un petit peu plus compliqué. Le minimum que l'on doit à nos clients, même s'ils font pas tous l'effort de calibrer leur écran, c'est nous de le calibrer pour avoir un juge de paix, parce que sinon c'est impossible de travailler. Donc effectivement, ça peut poser la question, bah oui, mais si l'autre ne calibre pas son écran, on est bien d'accord. Mais voilà, professionnellement, on doit ça à nos clients. Alors Non là, mais nous, là là, aussi, un faut point que je vraiment, toi, au clair, il est bien bien carré, parce que derrière, tu vois, tu peux faire venir la personne et lui dire, voilà, Voilà, exactement. Et s'assoit à côté de toi et comprend pourquoi tu exactement. as fait les choses correctement. Et c'est vraiment très important. Là aussi, un petit aparté, on aurait pu le faire lors du calibrage des écrans, mais on peut le faire dès maintenant parce que tous les petits accessoires dont on parle là, qui nous rendent service, c'est aussi pour avoir des arguments à avancer à un client qui serait mécontent. On met les petits plats dans les grands parce que ça nous permet de travailler plus vite, ça nous permet d'être rassurés, mais ça nous permet d'être rassurants. On a des outils professionnels très précis et donc il y a une partie, effectivement, c'est pour nous faire gagner du temps, de la productivité, mais il y a aussi une partie, Exactement. c'est pour offrir toujours le même travail à nos clients. Et donc, si vous êtes amateur et que vous êtes dans un club, avec un petit Spider Cube, vous êtes sûr, avec une sonde d'écran, avec un petit réglage d'autofocus, bah, vous arrêtez d'embêter vos copains pour dire, moi, cette marque-là, l'autofocus, il n'est pas bon, il n'est pas machin. C'est peut-être tout simplement un petit ajustement à faire. Et puis surtout, quand vous partagez vos images parce que vous préparez la prochaine expo ou le prochain concours, eh bien, tout le monde parle la même chose avec simplement un outil qui permet de calibrer un écran. Donc voilà, qu'on soit professionnel ou qu'on soit amateur, pour des raisons des fois légèrement différentes, on a vraiment intérêt aujourd'hui à s'offrir ce genre de petit outil et à passer un petit peu de temps pour essayer de caler un petit peu tout cela. Donc là, vous voyez, on revient sur le Spider Cube, la balance des blancs. Donc voilà, une photo à gauche, donc avec une balance des blancs qui est très chaude. Vous avez également, en même temps, vous avez une photo qui est sous ex. Vous avez la possibilité de faire des petits ajustements qui vont vous permettre de faire une photo qui va être là également chaude, mais réajustée. Et vous avez à droite une photo, alors soit vous la trouvez froide, soit vous la trouvez neutre. Et donc ça, c'est un point qui est très important dans l'utilisation d'un Spider Cube. Premièrement, donc la balance des blancs. On voit qu'à gauche, on a une photo plutôt chaude, également au centre, à droite plutôt neutre ou froide. Le Spider Cube a simplement vocation
puisque nous sommes des photographes qui, des fois, avons besoin, alors là, dans le cas de Quentin, et il va nous raconter une anecdote qui est flagrante, il a besoin des fois d'une extrême précision et d'une extrême neutralité, et donc là, des outils comme le Spider Cube et la partie grise qui est tout en haut est indispensable pour mettre la pipette de balance des blancs dessus. Vous avez un outil qui est super pratique dans Camera Raw et la même chose dans Lightroom. Le troisième outil, l'outil de pipette balance des blancs. Quand vous cliquez sur quelque chose, la chose qui est en dessous, l'endroit où vous allez cliquer, va devenir neutre. Alors on dit c'est une balance des blancs, donc on va dire ça ne devient pas blanc, ça devient neutre. Si vous cliquez sur quelque chose qui est plutôt gris, eh bien au lieu d'être gris bleu, gris chaud, gris froid ou autre, vous allez avoir un gris parfaitement neutre. Donc on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas que pour toutes les photos de les neutraliser. Évidemment, quelqu'un qui fait de la reproduction de tableaux, évidemment, quelqu'un comme Quentin qui parfois fait du patch shot avec une demande de précision de couleur absolue. Ouais. Là, vous avez absolument besoin d'une neutralité parfaite et d'utiliser complètement et sans réfléchir la petite partie grise qui vous sert à faire la balance des blancs. Mais évidemment, une photo comme celle-ci, vous n'avez aucun élément qui, a priori, vous ne savez pas si le mur qui est derrière, il est blanc ou il est chaud, c'est peut-être un crépi qui est de couleur chaude. Donc, vous n'avez aucun élément sur lequel cliquer pour pouvoir faire une balance des blancs. Donc, si vous n'avez pas prévu de mettre un petit Spider Cube ou un outil qui permet de faire la balance des blancs, eh bien, vous êtes coincé. Donc, si l'avantage du Spider Cube, vous prenez une première photo avec le Spider Cube, vous faites votre balance des blancs dessus. Si après, vous avez besoin d'une extrême neutralité, vous laissez tel quel. Si jamais vous avez simplement envie de quelque chose d'un peu plus chaud, un peu plus froid, mais vous êtes reparti sur quelque chose sur bon pied, sur une bonne valeur, parce que vous avez à minima neutralisé dans un premier temps. Mais évidemment, on parle des fois de précision, des fois de créativité. Nous, on ne cherche pas tout le temps à reproduire des tableaux et à faire des choses qui n'ont pas de dominante. Donc, il ne s'agit pas de pousser le Spider Cube là où on ne lui demande pas forcément, donc dans les domaines artistiques. Il faut absolument garder. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, non, mais c'est sûr que sur une image dans laquelle de toute façon je vais utiliser des gélates, teinter les ombres, etc. Et ben Honnêtement, voilà. ça ne sert pas à grand chose parce que Et ben voilà. l'important dans ce cas-là, c'est d'avoir un point de vue, c'est-à-dire Voilà. il y a un moment, c'est l'œil, c'est aussi l'œil du photographe. On a des éléments techniques qui sont hyper importants pour avoir une base, mais si Voilà. vous avez envie à un moment d'avoir une image plus froide ou plus chaude, dans ces cas-là, c'est à vous d'avoir un point de vue. Donc, éventuellement, là, tu vas venir dessus. C'est important d'avoir un écran qui est calibré. Mais le cube, ça va servir. Je pense que l'exemple dont tu parlais, c'était les rouges à lèvres. Bah oui. Et puis Alors ça, même je sais quand on pas voit si. tes portraits, il y a une vraie démarche artistique derrière ton travail. C'est ça qui est génial ce soir, c'est que là, on a un photographe qui a un regard vraiment très singulier. C'est très coloré, c'est des fois très saturé. Donc, qu'est-ce que vous allez faire une balance des blancs et de vouloir neutraliser les photos de Quentin. Cela Alors je dit, pense que quand même, ce qu'on hein, peut montrer, il ce qu'on faudra peut quand même montrer, que je je sais pas si. précise. Là, je vais te redonner la parole, Quentin, mais il y aura un Ouais, point, à mon avis, essentiel qui est également utile que j'ai pas encore soulevé à propos du Spider. vas-y, vas-y, je t'en prie. Ah bah, alors vraiment, le point qui est très important, quand vous regardez Camera Raw et la balance des blancs, vous voyez qu'il y a deux curseurs. Vous avez un curseur chaud-froid, le premier, celui du haut, et vous avez un curseur teinte. Donc là, magenta, cyan. Cette teinte, elle est pratiquement impossible, même sur un écran calibré, à moins d'avoir énormément d'expérience et vraiment du vécu, des heures de route, c'est impossible sur une image de savoir si elle est légèrement magenta, surtout quand c'est combiné à une image qui est trop froide ou trop chaude. Et ce qui est génial avec le Spider Cube, c'est qu'à minima, même si vous voulez artistiquement avoir une photo chaude ou froide, vous allez, grâce au Spider Cube et donc à la partie grise, vous allez pouvoir caler parfaitement votre teinte, neutraliser la teinte, qui est la partie la plus pénible à retoucher. Oui, visuellement, c'est quand une photo est légèrement, très légèrement verdâtre ou très légèrement magenta, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. On ne va pas forcément savoir quoi c'est. Alors si en plus l'écran n'est pas calibré, mais même avec un écran calibré, des fois c'est très compliqué d'aller enlever 5 points de magenta ou rajouter 5 points de vert. Le Spider Cube dans cette partie grise-là, ne pensez pas toujours je veux une photo chaude, je veux une photo froide, mais pensez neutralisation de la teinte, qui est toujours très désagréable, et ensuite vous réchauffez ou vous refroidissez votre photo à volonté, mais là vous êtes dans une démarche artistique et vous êtes plus pollué par cette petite chose qui traîne et qu'on n'arrive pas forcément à identifier précisément. Donc voilà pourquoi moi j'adore personnellement, c'est la partie que j'aime le plus avec le petit point noir là, que j'aime le plus dans le Spider et dans l'utilisation du Spider
moi qui ne cherche pas systématiquement à faire des photos parfaitement neutres. Donc voilà, on va continuer sur un autre point qui est important à propos donc du spider. On a vu la partie grise, et donc là on va s'occuper maintenant de la petite bille. À quoi sert-elle? Pourquoi ils ont eu l'idée de mettre une petite bille tout en haut, et pourquoi il y a ce petit trou noir dans la partie en bas. Quand vous voulez faire des différents réglages, alors là aussi on l'a pas précisé, mais toujours très important, mais c'est l'occasion là, à ce stade de la présentation de ce soir, ce qu'on appelle la gestion de la couleur, c'est toujours deux choses qui sont distinctes. Il y a la partie étalonnage et il y a la partie vraiment ce qu'on appelle le calibrage, la caractérisation. Un certain nombre de choses que l'on fait en photo relèvent de l'étalonnage. L'autofocus, c'est pas du calibrage. Il n'y a pas bah si, il y a une précision d'autofocus, mais on relève de l'étalonnage, on étalonne précisément son autofocus. Quand vous réglez par exemple la luminosité de ce qu'on va voir là pour les écrans, il ne s'agit pas d'un calibrage à proprement parler, il s'agit d'un étalonnage. Eh bien, le Spider Cube ne va pas nous permettre de calibrer à proprement parler notre appareil photo. On va le voir juste après avec le Spider Checker. Il va nous permettre d'étalonner précisément notre boîtier. Et donc, quand on parle de l'étalonnage du boîtier, on parle du point noir, du point blanc et de la balance des blancs. Et c'est là toute l'utilité de la petite bille et puis du petit trou là qui est juste en dessous. C'est que quand vous êtes dans Camera Raw ou dans Lightroom, que vous affichez votre histogramme en haut à droite, eh bien, vous avez aux extrémités de l'histogramme des petites flèches qui montent vers le haut, blanches et noires. Quand vous cliquez dessus, vous allez surligner en bleu les parties absolument noires de votre image et en rouge les parties absolument blanches de votre image. Donc toutes les valeurs cramées, complètement brûlées de votre image qui apparaissent comme par hasard sur la petite bille tout en haut. On voit bien qu'il y a une partie où là il y a des reflets qui doivent être très très blancs, donc on imagine le spot ou quelque chose comme ça. Et dans la partie basse, on sait que là la photo au niveau luminosité est parfaitement calée pour son point noir. Pourquoi? Parce que en déplaçant le curseur du noir de Camera Raw ou de Lightroom, et évidemment hein, avec n'importe quel autre logiciel ça fonctionnerait, vous avez la possibilité de vous arrêter et de savoir que ce n'est pas nécessaire dans cette image d'aller plus loin dans le réglage du noir. Quand vous voyez la petite ellipse noire donc en dessous votre petit Spider Cube qui devient bleu. Là, vous êtes sûr que si vous mettez votre pipette dessus, vous êtes à 0, 0, 0. Et donc là, vous avez parfaitement calé le point blanc de votre image grâce à la petite bille, le point noir de votre image grâce au petit trou qui est à l'intérieur du Spider Cube. Et je vous assure que c'est extrêmement efficace. Et ça, là aussi, c'est un juge de paix. Après, libre à vous de faire plus noir, de faire plus clair, c'est du domaine de l'artistique. Mais voilà à quoi servent ces deux petites parties-là, extrêmement utiles. Donc là, on voit que le black a été mis, par exemple, à 9 points pour obtenir ce petit réglage-là. Donc là, on voit voilà, différentes utilisations. Vous pouvez le mettre directement au soleil. Donc voilà pourquoi ce fameux cube a deux pans. Ça vous permet de faire une balance des blancs, non pas sur le ciel bleu, ou alors de faire une moyenne entre le ciel bleu ou la partie qui est au soleil. Vous pouvez l'utiliser directement aussi en studio. C'est vraiment un outil qu'on peut utiliser absolument partout. Alors là, on pourrait me rétorquer qu'il est un petit peu volumineux, mais franchement, c'est rien du tout dans un sac photo. C'est vraiment rien du tout face à ce que ça permet de régler comme problème technique et de d'étalonnage de votre prise de vue. Oui, Quentin? Alors, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait quelques années, Nikon avait sorti son D2X, et sur le D2X, sur le dessus du viseur, tu avais une espèce de petite boule blanche qui servait à faire des mesures de lumière en incident, justement. En incident. Ça servait à la fois à améliorer comment dire, l'exposition de l'image en automatique, mais surtout quand tu étais en mode auto sur la balance des blancs, eh bien, il récupérait les informations parce qu'effectivement, comme tu le disais, quand tu photographies un objet, l'appareil, il ne sait pas quel est ton objet. Il va se baser, il va essayer de deviner un petit peu ce que tu as dans ton image. Mais si tu photographies, par exemple, un mur qui est tout jaune ou tout vert ou tout bleu, ou tout, voilà, lui, il va jamais pouvoir savoir ce que c'est. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé. Je pense que ça devait coûter un peu cher parce que c'était quand même des boîtiers pro qui coûtaient à l'époque 6-7 000 euros.
Et tu vois, je me demande pourquoi ils n'ont pas Bah, c'est gardé la ce clé, truc. c'est une des clés. C'est une des clés. Ce que tu dis là, c'est une des clés. Et comme toi, pourquoi l'ont-ils enlevé? C'est tellement pratique. La mesure de lumière incidente, ça règle tous les débats, quoi. Complètement. Et là, finalement, tu vois, genre avec le Spider Cube, moi, je retrouve un peu ça. Enfin, j'ai commencé la photo, j'ai quand même travaillé quelques années en argentique avant de passer au numérique. Et j'utilisais ma petite cellule et ça prenait plus de place qu'un cube. Et honnêtement, ça me donnait Exactement. Ouais, aussi à exactement. peu T'as près fait un très bon drame. pas Ouais, tout à fait exactement d'accord. la même information, mais ça m'aidait quand même pas mal à exposer mes images et avoir une base. Et pareil, encore une fois, à gagner du temps en traitement. Donc on est bien d'accord, pour la prise de vue, ça ne vous aide pas, ça vous aide pour le traitement de vos images et la productivité derrière. Donc toujours une photo avec et tout le reste de votre série sans, et vous ouvrez tous vos fichiers RAW directement avec toutes les photos. Vous faites votre étalonnage sur la première photo, sur le petit spider, et puis le reste, bah, vous traitez comme vous le souhaitez. Mais tu sais, même plusieurs fois, hein, justement, en studio, je suis équipé en Broncolor, donc on a quand même une très très bonne régularité au niveau de la température de couleur. Mais aujourd'hui, enfin, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des flashs Broncolor, ce que je peux comprendre tout à fait. Et quand tu achètes des flashs, il y a eu pas mal de flashs chinois qui sont sortis, pas mal de trucs un peu plus. Bon, c'est pratique parce que c'est pas cher, mais tu te doutes bien que ton tube éclair, quand tu le balances à pleine puissance ou au dixième de sa puissance, il va pas avoir tout à fait la même température de couleur. Et Et ben donc, quand voilà. tu recharges Voilà. ta lumière, ça peut valoir le coup de refaire un petit cube. Encore une fois, c'est ce qui te permet de garder une régularité dans tes images. Voilà. Voilà. Et quand tu as des Dans une enjeux de série d'images, régularité, ouais, dans une série. Ouais, exactement. que ce soit au cours d'une séance ou que ce soit d'une séance sur l'autre, tu vois, genre, moi j'ai des clients réguliers, quand ils ont par exemple, là je pense à un client pour lequel j'ai shooté des lunettes, et alors, ouais, je sais pas si je peux montrer quelques images de ça, mais en l'occurrence, attends, je vais regarder, j'en ai là. En l'occurrence, ce qui est étonnant, c'est qu'il me demande régulièrement d'aller refaire des images, et ben forcément, d'une image à l'autre, parfois, il faut que je leur garantisse une certaine régularité dans ce que je leur propose. Et là, je ne sais pas si on peut partager mon écran 2 minutes pour que je montre notamment ces deux photos. Euh, mais genre parfois il y a des images que j'ai fait à 2 semaines d'intervalle. Et être capable de dire bon bah voilà, on va poser les deux photos côte à côte et on va avoir le même rendu, c'est hyper important. Et ça devient aussi un argument par rapport à tes clients. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de baisser tes tarifs en disant je vais être pas cher, comme ça je vais avoir mon client, tu peux lui, tu peux négocier, tu peux lui proposer ce service-là. Tu peux lui dire bon bah voilà, je sais pas si vous voyez l'image, là je l'ai ouvert sur Bridge. Faut savoir qu'il y a des images que j'ai réalisées à plus d'une semaine d'intervalle. Parce qu'il y avait un modèle qui n'était pas dispo et qu'on avait commencé à faire un set design, etc. Et ça, c'est un service au bout d'un moment qu'on va finir par vendre au client, c'est de lui dire, écoute, moi je fais tes packshots régulièrement, ou je fais tes images de catalogue régulièrement, et ben d'une collection sur l'autre, tu as une régularité dans ton traitement de couleur. Et ça, c'est vraiment pas évident. Voilà, toute la problématique qu'on peut avoir. Et ne croyez pas que ce sont que des problématiques de professionnels. Bon, évidemment, on Oui, est. enfin forcément, là je parle un peu de problématiques professionnelles. Je peux montrer, excuse-moi, c'est juste pour ponctuer un petit peu ce que tu dis et que ce soit pas trop théorique. Tu parlais tout à l'heure de la précision qu'on pouvait avoir. Notamment, j'avais fait une vidéo des rouges à lèvres. Et vous voyez, en fait, enfin, il y a de temps en temps, je vais couper le son parce que ça va pas être agréable. Il y a des différences entre deux rouges qui étaient, mais genre, à l'œil nu, je les voyais à peine. Et donc, il y a un moment où si tu te cales pas parfaitement et que tu n'as pas justement une mire de contraste, une mire de couleur, une mire de teinte, tu ne peux pas avoir cette profondeur, cette capacité à voir comment les rouges sont différents. Je sais pas si vous les voyez là sur la vidéo. Ouais, très bien, très très bien. Donc voilà, bah ça typiquement, quand on a dû, en plus, ça c'est une déclinaison vidéo, mais genre j'ai dû aussi faire les packshots de ces éléments-là. Et entre ce qu'on filme en vidéo avec un profil qui est par défaut un profil Rec 709 et ce qu'on va avoir en photo, il peut en plus y avoir une différence. Et donc il faut réussir à faire matcher. Là notamment, je sais pas si vous voyez cette image-là, entre les deux petits rouges à lèvres du milieu, honnêtement, la différence, on la voit pas tout le temps. Ouais. Voilà. Je ne sais pas En si tout tu cas, avais là, moi, fini sur le. sur mon écran, là, la différence est claire, quoi. Alors, toi, là, évidemment, tu as la capacité d'avoir un très bel écran qui, en plus, affiche le Adobe RGB. Donc, globalement, ça ne m'étonne pas, tu vois.
Sur un écran qui fait du sRGB, c'est peut-être un peu plus, comment dire, la différence de teinte, elle est sans doute un petit peu plus ténue. Et parfois, c'est pas mal d'avoir un élément de. Tu vois, si je les shoot là, c'est facile parce qu'on les compare. Mais quand je les shootais séparément et qu'il fallait que j'ai deux couleurs qui matchent vraiment, si tu les poses côte à côte, ça va. Si es en train de travailler une image et que 10 minutes après, tu Oui, travailles une autre exactement. image, Alors, ça, c'est une ton très œil bonne s'est remarque. réadapté à ça. Ça, c'est quelque chose aussi, tu vois, que l'œil est capable de s'adapter à tellement de conditions qu'il ne faut pas hésiter à, de temps en temps, lui redonner des références qui sont toujours les mêmes. Voilà, obligatoire. Et d'ailleurs, donc je sais pas, je veux pas anticiper sur ta présentation, mais je trouve que la différence, là, je vous ai montré des images qui ont des problématiques de précision de couleur parce que il y a un client et il y a un enjeu commercial. Alors que le client, il va vendre tel rouge à lèvres avec telle couleur. Et déjà, c'est difficile de rendre en photo et en vidéo ce que ça donne en vrai. Mais en plus, il faut avoir cette régularité. Quand on parle justement d'images artistiques, comme notamment, j'en avais sorti quelques-unes je sais pas si on les voit, des images comme ça, par exemple, où il y a pas mal de violet dans les teintes de peau. Et ben ça, en fait, c'est vraiment ton œil qui va le juger. Et pour que ton œil soit capable de juger de manière efficace d'une teinte de peau, c'est là où l'écran devient important. C'est-à-dire qu'au-delà de la partie technique au moment de la prise de vue, quand tu regardes, il faut que tu puisses étalonner. Et je pense que ça nous amène un peu à la sonde, Ouais, à la dont on va sonde bientôt parler là. Exactement. voilà. Oh bah oui, là tu parles. Je veux Voilà. pas anticiper, mais du coup, tu vois, c'est pour vraiment montrer la différence entre, tiens, par exemple, là, je te montre une image que j'avais fait pour la sortie du Canon 5DS, où là, l'idée, c'était de montrer à la fois la précision dans les teintes chères, la capacité à discriminer beaucoup, beaucoup de détails. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi Janelle, qui est une mannequin qui a des taches de rousseur, et ça permettait d'aller voir jusqu'où. Là, c'est une image basse def, mais quand on la voit en vrai, on peut voir à quel point on a de la précision dans les taches de rousseur. Et en plus, elle avait un petit rouge à lèvres mat, un peu pétant, pour vraiment montrer comment on pouvait monter en saturation. Évidemment, là, moi, j'ai pas la même problématique quand je dois créer une image comme ça, où on me demande d'avoir une précision. Et là, effectivement, c'est là où je vais avoir besoin d'avoir un petit outil comme une charte, comme le Spider Cube ou des choses comme ça. Par contre, vous vous doutez bien que quand je fais une image ou une série comme celle qui est à gauche, à droite, pardon, eh ben, c'est évident que là, je ne vais pas aller photographier un cube parce que l'important, c'est mon point de vue sur cette image-là. Et pour avoir un point de vue sur cette image-là, il faut être capable de la voir telle qu'on a envie qu'elle soit. Et c'est là qu'on arrive vraiment sur la problématique de l'étalonnage d'écran. Voilà, là on est exactement, on est plus sur la problématique. Et comme pour un objectif, un téléobjectif ne va pas vous permettre de photographier absolument tous les sujets qu'il y a sur Terre, on a le Spider 5, le Spider Cube ne va pas vous servir systématiquement, mais qu'est-ce qu'il est pratique pour pouvoir, voilà, qu'est-ce qu'il est pratique pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Et voilà. Et donc, parmi ce qui est intéressant là, c'est ce soir, c'est de montrer quel type de problème il peut permettre de régler. Donc, on va continuer à avancer sur le. Donc là, voilà. Maintenant, on a vu pour le Spider Cube. Donc là, ce qui est amusant sur cette photo-là, c'est qu'on voit qu'on peut le monter donc sur le troisième appareil outil qui est vendu dans cette petite valise, le Spider Checker. Donc là, c'est un sujet qu'on va aborder un peu moins longtemps, d'abord parce qu'on a bien avancé dans la soirée et on va davantage parler de ce qui intéresse souvent le plus les utilisateurs, les retoucheurs photos, c'est évidemment le calibrage d'écran. Mais voilà, il y a une solution dans la valise qui est très très pratique aussi pour pouvoir calibrer les couleurs, cette fois-ci, de l'appareil photo. Il est très clair que si on choisit Nikon, si on choisit Canon, on photographie le même sujet. Il est évident que sans calibrage particulier, on ne va pas avoir des couleurs identiques. Et c'est justement ce qui peut faire le charme et qui fait que certains vont préférer un tel ou un tel. Il y en a, c'est pour l'autofocus, il y en a, c'est pour la mesure de la lumière, et il y en a, c'est pour la qualité de reproduction des couleurs avec lesquelles ils se retrouvent davantage. Donc, à quoi sert un Spider Checker? Donc, le but, toujours pareil, il y a toujours cette chose qu'il faut avoir à l'esprit. Bien sûr qu'un certain nombre de points doivent être étalonnés au mieux. Bien sûr que la précision de la couleur, c'est vraiment l'idéal parce que derrière, on peut faire artistiquement ce que l'on veut.
Mais il ne s'agit pas de tout neutraliser, il ne s'agit pas de neutraliser tous les gris, il ne s'agit pas de neutraliser toutes les dominantes qui peuvent faire partie du charme de la patte d'un photographe. Les dernières photos que tu nous as montrées, Quentin, très clairement des cheveux bleus, ça ne se retrouve pas tous les matins, même dans le métro parisien. Donc c'est une vraie démarche artistique. Donc voilà, on est bien d'accord, il ne s'agit pas systématiquement de vouloir tout régler avec des mires. En revanche, pour Alors, régler en un certain l'occurrence, nombre de problèmes, c'est absolument en l'occurrence, indispensable. j'ai Oui, vécu à Quentin? Tokyo et des cheveux bleus. Comment? En l'occurrence, j'ai vécu à Tokyo et des cheveux bleus, j'en croisais souvent dans le métro. Ah oui, peut-être à Tokyo. Oui, je n'ai pas précisé lequel métro, effectivement. Donc voilà, le but d'une mire, ça va être effectivement de calibrer là précisément les couleurs. Donc on pense tout de suite et avant tout, alors ça peut être un peu du studio pour avoir une très bonne teinte chair sans la dominante liée à un appareil photo. Si vous êtes certains professionnels ou certains amateurs peuvent aimer le type de couleur de rendu d'un Canon ou d'un Nikon, un photographe qui, comme Quentin, on lui demande une campagne de prise de vue, lui, on va pas lui dire, bon, bah là, ta partie artistique, tu la mets sur la façon dont tu mets en scène les personnages, mais pour les teintes de chair, là, tu me fais ni du Canon, tu me fais du neutre. Et donc, c'est pour ça qu'on a inventé des mires, et évidemment, on pense aussi à la reproduction des tableaux. Alors, un point vraiment très important, donc on ne va pas trop s'étendre sur ce produit-là. Il est créé essentiellement pour régler dans la valise Datacolor et regarder un petit peu les photos qui sont sur l'écran. Ce sont des photos essentiellement prises en intérieur, éventuellement en studio. Donc, un point qui est essentiel pour le calibrage d'un appareil photo, des couleurs, c'est que c'est de la même manière qu'il faut régler la luminosité d'un écran à un certain niveau avant de lancer le vrai calibrage à proprement parler de votre écran. De la même manière, en photo, il y a un point essentiel qu'il faut étalonner, c'est le fameux illuminant. Quelle est la lumière qui baigne la scène que l'on est en train de photographier? Donc, il faut avoir à l'idée que cette mire doit être utilisée à chaque fois qu'on change d'illuminant. Donc on pense davantage à la prise de vue de studio qu'en prise de vue extérieure. Sinon, ça serait beaucoup plus fastidieux. Il faudrait le refaire à chaque fois. Donc si vous souhaitez une précision de couleur plus grande et surtout sans la patte d'une marque d'appareil photo, eh bien vous avez donc la possibilité d'utiliser cette mire que vous prenez en photo avant, donc sur la première photo, soit à côté de votre tableau, soit à côté de votre modèle. Vous prenez cette mire en photo. Vous avez des tutoriels très bien documentés sur le site de Datacolor pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne, comment on règle l'exposition, comment on règle cette photo. Vous récupérez un profil qui va s'intégrer automatiquement dans Lightroom, dans Camera Raw ou le logiciel que vous allez utiliser qui gère les profils ICC, et vous obtiendrez donc une version neutre des couleurs de votre appareil photo. Donc voilà, c'est très spécifique, mais absolument indispensable pour régler un certain nombre de dérives colorées que pourrait avoir votre écran. Et autre point vraiment essentiel, on me demande parfois, mais est-ce qu'on vraiment on a besoin de calibrer un écran, une imprimante, un appareil? Est-ce qu'on ne pourrait pas jouer avec les courbes? Eh bien, c'est ça le paradoxe des courbes. En gros, on va demander, est-ce que je pourrais faire en utilisant des courbes, donc est-ce que je pourrais faire en 5, 6 heures, 10 heures, donc ce que je pourrais faire en un clic de souris avec une mire de calibrage. Parce que la mire de calibrage, qu'est-ce qu'elle va vous servir à faire? Elle va vous permettre de régler les problèmes colorimétriques d'une dominante, mais les dominantes d'un appareil photo, d'une imprimante, d'un écran ne sont jamais linéaires, sauf dans des écrans très haut de gamme. Les imprimantes jamais, sauf dans les écrans très haut de gamme, les défauts ne sont jamais linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une petite dominante, admettons magenta, un peu trop de magenta dans la courbe de bleu, un peu trop de vert dans la courbe de rouge et ainsi de suite, ce n'est jamais la même quantité de magenta en trop, de vert en trop, sur l'ensemble de la luminosité du bleu, du vert et du rouge. C'est toujours des courbes, ce sont toujours des courbes, c'est jamais des lignes droites. Donc, si jamais il vous prend l'idée, parce que vous avez le temps un dimanche après-midi, de vouloir faire vous-même, sans le calibrage, donc sans ces outils, entre guillemets, le calibrage de votre appareil photo, eh bien, il va falloir que vous retouchiez une courbe extrêmement complexe pour pouvoir retoucher tous les défauts qui ne sont jamais les mêmes dans les hautes lumières, dans les basses lumières, dans les bleus, dans les rouges et dans les verts.
autant le faire directement et bien plus simplement avec une mire. Et pour les imprimantes, c'est pareil. Donc vraiment, je vous assure, ça irait beaucoup, beaucoup plus vite avec une mire si vraiment vous avez envie de faire des petites retouches ponctuelles parce que les défauts ne sont jamais linéaires. Si vous prenez une photo exemple pour retoucher une petite dominante qui vous apparaît clairement, vous pouvez être tranquille. Vous prenez une photo qui n'a rien à voir au niveau des couleurs, vous appliquez le même réglage et vous vous dites mince, ça marche pas. Eh ben non, ça marche pas parce que les défauts ne sont jamais linéaires. Donc, voilà, là on passe sur les petits détails. Donc tout ça est très bien documenté sur le site de Datacolor et Raphaël vous expliquera éventuellement où vous pouvez trouver les informations sur le site une fois qu'on aura fini notre présentation avec Quentin. On va aller à ce qui nous intéresse davantage ce soir. Donc voilà, là je passe les différentes copies d'écran. On vous montre, là, en tout cas, là je m'arrête un instant, on voit bien une dominante rouge sur la partie de gauche qui pourrait être due à un problème de balance des couleurs. Donc le Spider Cube va vous permettre de régler les problèmes d'étalonnage et la mire va vous permettre de régler les problèmes de profilage des couleurs de votre appareil photo. Donc les deux vont ensemble. Et voilà, regardez, bah tiens, ça permet de regarder un petit peu. On voit les différents curseurs et on voit bien qu'ils ont des formes un petit peu différentes. Mais là, on ne va pas jusqu'au bout de la démarche qui est que si on analyse la courbe de correction précise, eh bien, on va s'apercevoir qu'elle est vraiment différente selon les niveaux de luminosité. Honnêtement, s'il fallait le faire à la main, je le ferais jamais, hein. Mais non, mais voilà. J'ai Mais absolument pas le temps de passer comme tu disais, un dimanche après-midi. J'ai absolument pas le temps de passer des heures comme ça, tu sais, pour à la courbe essayer d'aller corriger quelque chose. Enfin, ça me paraît insensé. Voilà, mais il y a toujours, moi je rencontre régulièrement, parfois par des pros, plus rarement et plus fréquemment par des amateurs, quelqu'un qui dit moi je peux y arriver. Donc techniquement, on est d'accord, on pourrait arriver à quelque chose de Ah correct, ouais, bien sûr. mais ça serait extrêmement fastidieux alors que c'est en quelques clics de souris, une prise de vue, quelques clics de souris et vous réglez vraiment le problème. Et là, sans vous poser la question de savoir est-ce que ça va marcher avec la photo suivante. Et c'est notamment il y a 15 ans quand je me suis intéressé à la gestion de la couleur, je me souviendrai toujours justement un après-midi à tirer une photo, à corriger mes courbes de cyan, magenta, jaune, noir dans le driver de mon imprimante. Enfin, le réglage idéal sur une photo. Je prends une deuxième photo et tout était à refaire. Donc là, ce jour-là, j'ai compris. Ouais, J'ai dit, j'ai cru que t'allais dire qu'il y avait plus d'encre. et puis en plus, accessoirement, en plus évidemment, il y a 15 ans, j'étais pas photographe pro, j'avais pas un radis. Donc là, tu es doublement énervé, tu as gaspillé tout ton temps, tu as gaspillé beaucoup d'argent, tu as gaspillé beaucoup de papier. Le calibrage des imprimantes, des écrans et autres sert notamment à gagner beaucoup de temps et pour l'imprimante à ne pas gâcher de papier. On en arrive, donc là on a déjà 1 heure, mais c'est pas grave, on est entre passionnés, donc c'est pas très grave. J'espère que Raphaël tient bon. On arrive sur la Spider. Alors, ce qui est génial avec ce kit, il n'y a pas de question à se poser. Ils ont mis la référence des outils Spider 5, la Spider 5 Elite. Dans la gamme Datacolor, vous avez 3 produits. Vous avez, donc on les verra un petit peu plus loin, Express Pro Elite. Donc la Spider Elite, il n'y a pas de question à se poser. Elles permettent absolument de tout faire, tous les paramétrages. Vous avez un mode simplifié pour ceux qui ne veulent pas rentrer trop dans le détail des valeurs cibles, ce qu'on appelle les valeurs cibles, la température de couleur, les choses comme ça, la luminosité de votre écran. Mais pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, vous pouvez paramétrer absolument ce que vous voulez selon le type de normes dont vous voulez vous rapprocher. Un usage très personnel, un usage où vous partagez avec d'autres, un usage plutôt dans un environnement lumineux, plutôt sombre, plutôt clair. Vous travaillez plutôt pour Internet, vous travaillez plutôt pour l'impression. Donc avec la Spider 5, vous pouvez tout faire. Donc une toute petite précision à ce stade sur les 2 autres produits, la version Pro et la version Express, que vous pouvez donc acheter indépendamment. Vous avez, et ça c'est une nouveauté qui est apparue avec la Spider 5, vous avez le même colorimètre. Donc vous avez, dans tous les cas, vous aurez une très grande qualité de calibrage et de précision de calibrage. Mais il y a un point qui est vraiment essentiel à propos de la Spider 5 Express, le premier prix. Donc grande précision, mais il y a un défaut majeur, en tout cas il y a une caractéristique majeure qui fait que pour à peine plus cher, vous n'auriez pas cet inconvénient avec la version Pro. On parle dans une fourchette de prix, on est entre 120 et 240 euros. Donc là, dans le kit,
à 380 euros, 390 euros, vous avez une Spider qui à elle seule vaut 240. Tout à l'heure, on a parlé d'un Lenscale qui valait 70 euros. Vous voyez, donc vous avez deux autres produits pour pratiquement gratuitement. Vous avez donc la Spider 5 Express, très important, vous n'avez pas la possibilité d'étalonner la luminosité de votre écran. Aussi curieux que ça puisse paraître, il n'est pas possible de déterminer je veux 100 candela au mètre carré par exemple. Donc juste pour faire très très court, une petite astuce, si vraiment vous souhaitez acheter seulement la Spider 5 Express ou les accessoires de cette valise séparément, si vous prenez la Spider 5 Express, vous prenez la luminosité maxi de votre écran, 300 candela au mètre carré, données constructeur. Vous travaillez dans un environnement moyen, ni trop clair ni trop sombre. Vous travaillez essentiellement pour Internet. Vous souhaitez donc environ 100 candela au mètre carré. Eh bien, vous réglez en pourcentage la luminosité de votre écran autour de 30%. Et vous avez quelque chose qui tiendra vraiment la route. Vous pourrez considérer que vous avez étalonné correctement votre écran, même si ce n'est pas extrêmement précisément. Donc voilà, ce petit aparté étant fait, la Spider 5 Elite, là vous avez le Nec Plus Ultra, vous pouvez absolument d'abord tout calibrer. Vous pouvez calibrer toutes les technologies d'écran, donc très important, ça fonctionne parfaitement avec les portables qui se calibrent de mieux en mieux, qui sont vraiment, c'est pour moi indispensable de les calibrer et ça se calibre de mieux en mieux. Vous pouvez avoir une correspondance entre votre portable et votre écran principal qui tient la route. Vous n'aurez pas honte. Mettez votre portable à côté d'un écran calibré. Je peux vous assurer que si vous avez acheté un portable avec une technologie de dalle IPS, vous serez sûrement agréablement surpris de la correspondance entre les deux que vous pouvez atteindre en 2016. Ah, en effet, ouais, à partir du moment où c'est calé, hein, parce que d'autant que je ne sais pas comment les personnes qui suivent ce webinaire shootent, mais quand je suis en studio, moi j'ai tendance à shooter en connecté. Donc en fait, le moment où je vais voir l'image et en plus souvent ajuster les réglages de développement de fichiers RAW, je le fais sous Capture One et du coup je le fais sur le portable sur lequel je shoot. Je le fais pas sur l'appareil photo ou des choses comme ça. Donc il Donc faut avoir calibrer. quand même l'écran de son portable qui est pas complètement dans les choux, même si une fois que je vais faire ma post-prod, je vais passer sur ma tour et donc je vais souvent réajuster un petit peu les réglages que j'ai faits, ça permet aussi de montrer aux personnes qui sont avec nous ce que les couleurs vont donner. Voilà. Et vraiment, voilà, moi j'insiste beaucoup. Je trouve que c'est dommage de dire que les écrans de portable maintenant, c'est non, non, ça s'est amélioré. Il y a des technologies de dalle qui sont très correctes. Et maintenant, on peut avoir quelque chose. On peut commencer à faire un minimum de retouches sur un écran de portable aujourd'hui. C'est fini l'époque où c'était vraiment n'importe quoi, mais condition que la dalle soit en technologie IPS. Donc on peut faire tout ça avec la version Elite. Autre point qui est très important qu'on peut faire avec la version Elite, c'est qu'on peut calibrer, si vous êtes un cabinet d'architecture, que vous achetez ce petit kit pour que les appareils photo de vos collaborateurs soient bien réglés et autres, vous avez la possibilité de calibrer l'ensemble des écrans d'un studio pour les aligner à minima. Alors évidemment, si vous avez l'écran de votre secrétaire qui est vraiment très vieux, là vous ne pourrez pas l'amener au réglage des autres, mais vous avez aussi la possibilité donc de faire un matching d'écran qui vous permet de faire en sorte que tous vos collaborateurs travaillent à peu près avec quelque chose. Alors soit si vous leur offrez des bons écrans, quelque chose de très très semblable, mais à minima de pouvoir aligner un peu tout ce monde-là pour que tout le monde travaille et voit le projet de la même manière si c'est un projet avec des photos ou avec des dessins colorés. Donc, on revient là, quand Quentin en parlait, donc un écran ISO qui sort de carton, même s'il n'est pas calibré tous les jours, c'est pas très grave. Mais si vous avez un écran un peu plus ancien, alors là, il faut vraiment penser à le faire régulièrement. Donc, j'ai envie de dire, pour la régularité avec laquelle il faut calibrer son écran, tout va dépendre de la qualité de votre écran et de son âge. Parfois, quand on se rapproche de la fin de vie d'un écran, il faut le faire beaucoup plus souvent. Ouais, complètement. Ouais. Donc, Mais avec c'est aussi la différence. Un écran, un écran comme un écran ISO, il va vieillir beaucoup mieux. ah bah Moi, oui, je sais que le ProArt que j'utilisais jusqu'ici, j'ai commencé au bout de 3 ou 4 ans à avoir comment dire, des petites disparités en termes de luminosité, du leaking, des choses comme ça. Et c'était de plus en plus compliqué de l'étalonner, de plus en plus compliqué de maintenir une régularité. Et donc, c'est pareil. Au bout d'un moment, investir dans un bon écran, c'est aussi pouvoir garder son écran plus longtemps parce que il restera, comment dire, il restera bon plus longtemps.
Voilà, et puis avec le calibrage, si vous n'arrivez plus à le calibrer, eh ben c'est qu'il est mort et vous avez, grâce à la sonde, un juge de paix. Donc avec l'Elite, on peut aussi calibrer un vidéoprojecteur s'il est relié à votre ordinateur. Attention, ce n'est pas pour calibrer un vidéoprojecteur directement qui serait relié sur un lecteur de DVD. Il faut qu'il soit relié à un ordinateur puisqu'il faut créer un profil et donc l'injecter dans la carte graphique de votre portable qui va envoyer l'information corrigée directement vers votre projecteur. Donc avec la version Elite, on ne se pose pas de questions, on peut calibrer absolument tout ce qu'on veut. Euh, donc, très important, un calibrage avec la version Elite, oh, c'est vraiment à tout casser. Quand on fait le premier calibrage, ça prend 5 minutes. Allez, 6 minutes si vraiment vous avez un ordinateur vraiment très lent. Donc, c'est voilà, l'argument, le temps qu'il faut pour calibrer n'en est pas un, d'autant plus que si vous parlez carrément d'un recalibrage, donc vous avez parfaitement étalonné votre, vous voulez simplement relever les caractéristiques colorimétriques, donc vraiment les défauts de couleur, mais ne pas revérifier la luminosité et ce genre de choses, là, à ce moment-là, vous en avez pour 2 fois moins de temps. Donc avec la version Elite, la question du temps que cela prend ne se pose pas. Donc voilà, vous allez poser votre petite sonde sur votre écran, vous laissez faire donc les réglages d'étalonnage dans un premier temps, la fameuse réglage de luminosité du contraste point noir, point blanc, et dans un deuxième temps, votre sonde lira les différents patchs colorés qui vont défiler avec différentes dominantes pour pouvoir relever les fameuses caractéristiques. Donc ce qu'on appelle le calibrage, c'est un étalonnage dans un premier temps et une caractérisation dans un deuxième temps. On relève les caractéristiques couleurs de l'écran. Donc là voilà, Express Pro Elite, vous ne vous posez pas de questions. Dans le package Capture Pro, vous avez le NEC plus Ultra des sondes Datacolor. Point qu'on me pose parfois par mail, très important, c'est une sonde récente. Elle a moins de 2 ans, donc c'est vraiment un produit d'actualité. Et très important, la qualité de fabrication du capteur, donc là il est nouveau parce qu'il est sorti en 2015, très important, précision améliorée dans les basses lumières, donc on est sur vraiment quelque chose, d'une technologie récente, et surtout les fameux filtres sont stables dans le temps, car ce sont des filtres qui ne sont pas en gélatine, mais qui sont en plastique, teintés dans la masse. Tiens, chose que j'aurais pu dire d'ailleurs à propos du Spider et puis de la balance des blancs, le Spider Cube est également teinté dans la masse, c'est pas simplement un petit coup de peinture, donc c'est quelque chose qui est fiable dans le temps. Voilà, on voit bien que Datacolor, là, depuis quelques années, a augmenté la qualité de tous ses produits, et là, c'est très clair dans le cas de la Spider 5, même une version Express possède le même capteur, et donc 7 capteurs maintenant qui permettent de faire une mesure précise, plus précise dans les basses lumières, plus sensible quand il s'agit de vérifier les basses luminosités de votre écran, et grande stabilité dans le temps. Donc si vous achetez une Spider 5 Elite aujourd'hui, vous êtes absolument tranquille pour les 5 prochaines années. Durée de vie, au moins la durée de vie d'un écran ISO. Donc voilà, eh bien, l'air de rien, on a fini cette présentation, on a dépassé un petit peu le temps, bon voilà, je vois qu'il reste encore beaucoup de gens, donc c'est que ça a dû vous intéresser, et tant mieux. On pourra en parler des heures, moi je suis très bavard sur la gestion de la couleur parce que vraiment j'adore ça, ça m'a changé la vie et j'espère vous convaincre que tous ces petits outils sont très utiles et se sont vraiment améliorés, les écrans se sont améliorés, les appareils photo, les outils de gestion de la couleur aussi, plus fiable, plus précis, pas vraiment des rapports qualité-prix maintenant qui sont super intéressants. Donc Datacolor, Raphaël va reprendre la parole, mais vous avez donc une hotline gratuite. Vous avez un support sur le site. Vous pouvez poser des questions par mail. Voilà, plein de petites questions. Et puis, voilà, plein de choses sur les prochains webinars. Donc évidemment, on reste à votre disposition pour toutes vos questions et personnellement, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt, à très bientôt, à tout de suite pour les questions. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Quentin. Je vais justement, nous avons des questions pour les participants. Juste un instant, je dois les activer. Voilà, merci beaucoup.